Bien, merci. Autre sujet, quoique, on entend dire que l'intestin est le deuxième cerveau. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait vrai et tout à fait capital. Enfin, l'intestin est très lié au cerveau. Enfin, il y a un axe intestin-cerveau pour plusieurs raisons. Enfin, l'intestin a d'innombrables neurones qui ont un fonctionnement parfois assez proche des neurones cérébraux. Et puis, la plupart des hormones digestives agissent également dans le cerveau, ont des récepteurs dans le cerveau. Par exemple, une hormone qui fait contracter la vésicule biliaire, la cholécystokinine, a des récepteurs dans l'hypothalamus, dans une zone du cerveau très liée aux émotions, par exemple. Mais l'axe principal, c'est la flore intestinale. Donc nous avons dans notre tube digestif 100 000 milliards de bactéries, c'est-à-dire 10 fois plus que de cellules dans notre corps. Et ces bactéries, elles sont vitales pour nous. Elles ont plusieurs fonctions. La première, c'est d'entretenir la membrane intestinale, la paroi intestinale, de la chouchouter. Et une autre fonction, c'est de digérer pour nous, par exemple, des fibres ou des protéines. Et une autre fonction, c'est de synthétiser des produits qui nous sont vitaux et que nous ne pouvons pas fabriquer. Par exemple, les vitamines B2, B8, B12, la vitamine K. Et puis des acides gras à courte chaîne, donc des petites molécules qui ont des effets par exemple cardioprotecteurs, etc. Et puis aussi la flore intestinale, elle stimule l'immunité digestive et l'immunité en général. Alors il y a plusieurs façons, plusieurs mécanismes par lesquels la flore intestinale peut éventuellement favoriser l'anxiété ou de la dépression. Bon, la première chose, c'est qu'évidemment, quand on a des troubles digestifs, on est anxieux. Enfin, ça marche dans les deux sens. L'anxiété peut donner des troubles digestifs, mais le simple fait d'avoir des troubles digestifs fait qu'on n'est pas en forme, qu'on est tendu, qu'on est anxieux. Ensuite, on peut détailler 3 mécanismes très précis par lesquels la flore intestinale peut interagir avec le psychisme. Le premier, c'est par ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'on peut se représenter une cellule digestive de cette façon-là. Donc, elle a ce qu'on appelle les villosités, c'est-à-dire des replis qui permettent de multiplier la surface d'absorption. Et puis, ici, donc là, ici, il y a toute la cellule, et à la base, ici, il y a les vaisseaux sanguins et puis les petits vaisseaux lymphatiques. Alors, les nutriments, ici, on est dans la lumière du tube digestif. Les petits nutriments, ils sont scindés par les enzymes que portent les cellules à la base, ici, des villosités. Et puis ensuite, ils traversent et ils sont absorbés par la circulation sanguine. Donc, les cellules sont très collées les unes aux autres, comme ça, scotchées par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Alors, la flore intestinale, elle entretient les villosités, elle entretient les jonctions serrées. Quand la flore intestinale est déséquilibrée, par exemple, il y a une population qui se surdéveloppe par rapport à une autre, etc., les jonctions peuvent se défaire. Et alors, les nutriments, au lieu de devoir être scindés par les enzymes ici, être filtrés par les cellules et puis passer dans la circulation générale, ils peuvent passer comme ça, tac, directement entre deux cellules. Alors à ce moment-là, on comprend qu'il peut y avoir des gros fragments qui passent directement dans la circulation sanguine, qui ne sont plus scindés par les enzymes portées ici par la cellule. Et ces gros fragments sont par exemple des morceaux de parois bactériennes, de lipopolysaccharides bactériens, ou des grosses molécules comme le gluten ou comme la caséine. Et une fois dans la circulation sanguine, elles vont se loger dans les articulations ou elles vont parasiter des voies de signalisation cellulaire et elles vont provoquer de l'inflammation. Et nous savons maintenant qu'une partie des dépressions et une partie des troubles bipolaires sont des maladies inflammatoires. Et c'est pour ça que souvent elles sont associées à des douleurs articulaires, des problèmes cardiovasculaires, à d'autres maladies, à des maladies auto-immunes. Et donc là, il y a un lien très fort entre la flore intestinale et le psychisme. Je vous interromps, pardon. Est-ce que vous pourriez juste rappeler rapidement ce que c'est qu'un nutriment? Un nutriment, c'est du sucre ou de la graisse ou des protéines, c'est une partie des aliments, c'est un terme très générique. Donc cette notion de perméabilité intestinale, elle est connue depuis assez longtemps et elle était parfois prise comme quelque chose peu fiable, enfin de peu de degré de niveau de preuve, on appelle ça peu élevé. Mais elle commence à être de plus en plus prise au sérieux, notamment par les équipes de recherche qui sont en pointe sur la bipolarité. L'équipe du professeur Marion Lemoyer s'intéresse tout à fait à la perméabilité intestinale
et à l'immunité liée à la bipolarité. Donc aussi, parenthèse, le fameux régime sans gluten et sans caséine, qui parfois est vu de manière tout à fait fantaisiste, est en réalité une sorte de joker pour traiter la perméabilité intestinale que j'utilise maintenant après avoir été un peu perplexe, mais je me rends compte que c'est extrêmement intéressant. Enfin, le principe est suivant, c'est-à-dire que le gluten est une grosse molécule qui a grossi au fil des siècles pour avoir été sélectionnée pour être la plus grosse possible, pour pouvoir rendre plus élastique la pâte à pain, etc. Et le gluten, il se trouve qu'il a lui-même la particularité de pouvoir défaire les jonctions serrées, parce qu'il favorise la sécrétion d'une enzyme qu'on appelle la zonuline qui déscotche, enfin défait les cellules. Donc le gluten en lui-même favorise la perméabilité intestinale. Et en plus, bon, c'est lui-même une grosse protéine qui va passer et provoquer une inflammation. Bon, voilà, petite parenthèse. Le régime sans gluten est et puis aussi sans caséine, parce que la caséine est une grosse molécule qui peut aussi poser problème, peut être une sorte de joker dans des situations un peu complexes. Et j'ai eu des résultats tout à fait étonnants chez des gens qui avaient à la fois des dépressions, des troubles bipolaires et des problèmes inflammatoires articulaires, des troubles cardiovasculaires, ou des infections chroniques persistantes, des sinusites, etc., ou des migraines qui n'en finissaient plus. Et le traitement de la perméabilité intestinale, entre autres par régime sans gluten, est tout à fait efficace dans ces cas-là. Donc il y a deux autres mécanismes par lesquels la flore intestinale peut intervenir sur le cerveau. C'est que lors de certains déséquilibres, il peut y avoir des populations qui se surdéveloppent et qui sécrètent des toxines qui vont aller atteindre le cerveau. Bon, c'est notamment le cas des candida albicans, certains champignons, qui sécrètent des vraies toxines et les gens peuvent se sentir parfois comme embrumés tout à coup, ou déprimés, ou avoir du mal à se concentrer, etc. Et puis, le troisième mécanisme, c'est les carences, parce que la flore intestinale synthétise des vitamines, des acides gras à courte chaîne, d'autres éléments qui sont tout à fait indispensables pour la santé en général et pour le cerveau en particulier. La sérotonine, elle est synthétisée dans le cerveau par les neurones du cerveau, et puis il y a les neurones du tube digestif qui la synthétisent aussi, mais la sérotonine du tube digestif ne va pas dans le cerveau. D'accord. Par contre, en lui-même, le tube digestif synthétise plus de sérotonine que le cerveau. D'accord. Voilà. Mais donc la flore intestinale, elle synthétise des vitamines qui sont vitales pour la santé. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, elle entretient les entérocytes, les cellules du tube digestif, donc elle les maintient en bonne santé, et quand elle ne fait pas son travail, les cellules, entre guillemets, se rabougrissent, et c'est à cause de la malabsorption. Donc on absorbe mal les vitamines, les acides aminés, etc. Donc tout ça altère aussi la santé en général et la santé cérébrale en particulier. Donc on voit qu'il y a trois mécanismes principaux par lesquels la flore intestinale agit sur le cerveau. Écoutez, on voit que le sujet vous passionne. Oui, je suis un peu enflammé. C'est très intéressant. Qu'appelle-t-on l'observance du traitement et comment la favoriser? Donc l'observance du traitement signifie le fait de suivre rigoureusement ce que le médecin a prescrit. Elle est très mauvaise puisqu'on estime qu'il y a un patient sur deux qui n'est pas observant. Mais on pourrait dire que le problème est déjà dans le terme lui-même. Le terme observant est un terme qui est le même que celui qu'on utilise pour les religieux. On parle de religieux observants. Donc là, ça voudrait dire que le patient doit être très scrupuleusement soumis au commandement quasi divin dicté par un médecin. Un terme synonyme d'observance, c'est le terme de compliance. Alors là, c'est presque encore pire. Il s'agit de se plier de se plier sous les prescriptions du médecin. Donc ces termes-là portent en eux-mêmes la problématique, qui est que si on met les patients en situation de soumission, il y a peu de chances pour que ça les intéresse de faire ce qu'on leur demande. Donc il serait plus intéressant de parler d'adhésion au traitement. Et l'adhésion au traitement, elle comporte toute une sorte de philosophie intrinsèque qui est de co-construire avec le patient à la fois le diagnostic et à la fois le traitement. Et si on fait cela, les patients sont intéressés, ils prennent part à la décision, ils s'intéressent, ils s'approprient à la fois le diagnostic et le traitement. Et là, les résultats sont nettement meilleurs. Donc, personnellement, j'adresse par mail aux patients des questionnaires, en leur demandant de les remplir avec quelqu'un qui les connaît bien. Et puis, on revoit tout ça ensemble, et ce qui permet d'élaborer ensemble le diagnostic. Alors, moi j'ai l'expérience, je connais un peu plus, mais c'est peut-être intéressant de prendre en compte la vision des patients, leur avis, etc. Et d'arriver à
à une émergence commune du diagnostic. Et pour le traitement, c'est la même chose. Il y a parfois des options possibles. Par exemple, un patient qui a un trouble bipolaire de type 2, avec plus de dépression que d'hypomanie, on peut avoir deux options thérapeutiques. Soit on peut proposer le Lamictal, qui va être extrêmement efficace pour prévenir ces récurrences dépressives, mais qui n'aura aucun effet sur les hypomanies. Ou on peut prendre le Dépakote, enfin le valproate, qui lui va avoir aussi un effet sur les manies. Donc le Lamictal peut être plus confortable parce qu'il y a moins d'effets secondaires que le Dépakote, plus efficace sur la dépression, mais il y a un petit risque qui est ces hypomanies. Donc on peut donner ces informations au patient, discuter avec lui, ou avec un de ses proches, et puis ensemble on décide s'il préfère le Lamictal ou le Dépakote avec tous les tenants et aboutissants, et à la fin le patient il va adhérer au traitement, il va être content, il n'aura pas de problème de, entre guillemets, l'observance, puisqu'on sera passé de l'observance à l'adhésion. On lui parle des effets secondaires, je pense. Alors ça c'est aussi un autre aspect qui est absolument capital, c'est d'informer parfaitement sur les effets secondaires. Personnellement, j'ai réalisé des fiches pour chaque médicament que je donne aux patients, je lui commente les fiches. Et donc les fiches permettent d'expliquer les principaux effets secondaires et puis de voir comment les prévenir. C'est-à-dire qu'il y a certains effets secondaires dont on connaît le mécanisme, il y en a d'autres on ne connaît pas le mécanisme, bizarrement, mais enfin, certains on connaît le mécanisme et on peut s'organiser pour prévenir. Par exemple, on connaît bien le mécanisme de la prise de poids sous lithium. Alors, la prise de poids sous lithium, je précise qu'elle n'est pas systématique loin de là et qu'elle est rarement supérieure à quelques kilos, contrairement à ce qu'on peut dire. Mais on peut éviter cette prise de poids en comprenant que le lithium a comme effet parfois de ralentir la thyroïde. Donc ça, on le surveille très bien et on agit pour supplémenter la thyroïde. Mais il faut la ralentir de manière infraclinique, c'est-à-dire très modérée, mais ce qui suffit quand même à favoriser la prise de poids. Donc là, on peut agir en soutenant la thyroïde, en donnant à la thyroïde les éléments avec lesquels elle elle fabrique l'hormone thyroïdienne. Donc on peut lui donner du sélénium, on peut lui donner de l'iode, on peut la soutenir comme ça. Et puis le lithium favorise la prise de poids également en ayant un effet similaire à l'insuline. Donc l'insuline est l'hormone qui nous permet d'ouvrir grande au placard intérieur et stocker toutes les victuailles que l'on mange. Bon, et donc on peut se méfier de ça en mangeant bien régulièrement à heure fixe, pas trop sucré, etc. Et puis enfin, le lithium peut faire une rétention hydrosodée. Donc quand on est sous lithium, il faut boire abondamment pour éviter l'insuffisance rénale fonctionnelle qui peut faire un surdosage, mais il faut éviter de boire démesurément. Voilà. Donc avec ces trois mécanismes bien connus, on peut prévenir cet effet secondaire-là. Bon, alors, par rapport aux effets secondaires, ce que j'explique souvent, c'est qu'il faut avoir l'inverse de la présomption d'innocence. C'est-à-dire quand on prend un médicament au long cours, il faut se mettre dans l'idée qu'il faut avoir une présomption de culpabilité envers le médicament. Enfin, ça ne veut pas dire être hostile envers son traitement, on vient de dire qu'il faut se l'approprier, s'y intéresser, je dirais presque l'aimer, son médicament. Enfin, parfois, il m'arrive de reprendre des gens qui parlent de médoc. Alors, je leur dis, non, ce ne sont pas des médocs, ce sont des médicaments. Tant que vous dites médoc, vous aurez du mal à y adhérer vraiment, à les aimer, à vous y intéresser. Enfin, petite parenthèse. Mais donc, malgré ça, il faut avoir une présomption de culpabilité. Parce que quand on prend un médicament pendant des mois, des années, on finit par l'oublier. Et qu'on se retrouve à avoir un effet secondaire bizarroïde, et on va chez le médecin, on ne parle pas du médicament, personne ne pense à faire le lien, on fait des scanners, des IRM, des tas d'examens. Et pour finir, par chance, on peut se rendre compte, si quelqu'un y pense, que ça vient du médicament. Et il y a des effets secondaires tout à fait bizarres. Par exemple, il y a des médicaments qui font tousser. Alors, ce sont des médicaments contre l'hypertension artérielle. Mais avant de se dire que la toux vient du médicament, on peut attendre longtemps parfois. Et il y a d'autres médicaments qui donnent des tendinites, des antibiotiques qui donnent des tendinites. Alors, les médicaments psychotropes, c'est pareil, ils peuvent faire des choses bizarroïdes. Donc, toute chose bizarre, tout est signalé, et il faut penser que ça peut venir du médicament.